Hello mes Pams, on se retrouve aujourd'hui avec une amie à moi qu'il fallait absolument que je vous présente, c'est Lucie Lebas. Hello. Qui a un parcours qu'on va voir aujourd'hui très rapidement, mais surtout qui est aujourd'hui conseillère en images, mais pas n'importe laquelle. Lucie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir Elise. Effectivement, je suis conseillère en images et pour la petite anecdote, c'est ma maman quand j'étais petite me disait toujours mais tu finiras conseillère en images, ma fille, c'est obligé. Et me voilà, comme quoi. Et mon prof de CP, mon maître de CP me disait tu feras de la communication plus tard. Mais ça, franchement, c'est fou de se incroyable. dire qu'il y a des trucs, c'est en toi depuis toujours, Ouais. et il suffisait juste de le révéler, quoi. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu as un blog Ouais. à ton nom, donc que vous pouvez retrouver à lucielebas.com. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es venue à créer ce blog? Alors, il y a presque 2 ans maintenant, j'ai créé un blog sur le minimalisme, donc l'art de s'entourer de l'essentiel, d'avoir que des choses utiles, donc, qui s'appelait Lucie Minimaliste, luciminimaliste.fr. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que la chose qui était très importante pour moi autour des objets, c'était le vêtement. Et le vêtement éthique, avec des valeurs environnementales, donc savoir d'où ça venait, qui le fabriquait, et en quelle matière. Ça, c'était des choses qui étaient très importantes pour moi. Et il y a aussi autre chose, c'était l'image qu'on envoyait de soi. J'étais coach en séduction pendant 4 ans et il y avait une étape qui était particulière dans le coaching en séduction, c'était le relooking pour les hommes. Et il y avait toujours cette étape de les hommes me disaient c'est superficiel l'apparence, j'ai pas besoin de changer de vêtements, on doit m'aimer pour ce que je suis à l'intérieur. Et finalement, je me rendais compte que le relooking, à la fin, il y avait une autre posture, un autre regard sur eux-mêmes. Même s'ils n'allaient pas garder forcément le look que je leur avais fait, en tout cas se voir différemment, concrètement, dans un miroir, qu'ils se voient eux, ça avait un effet sur le coaching assez incroyable en fait. Et du coup, j'ai voulu creuser cette idée du vêtement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me qualifie de conseillère en images, éthique, parce que pour moi, le vêtement, il est tellement important, il fait partie de ton armure au quotidien. Souvent, il te donne confiance en toi, ou au contraire, il ne te donne pas confiance en toi. Malheureusement, on porte des matières souvent qui ne sont pas du tout confortables ou adaptées, notamment nous les femmes avec les sous-vêtements. Et c'est dommage, donc du coup je fais tout un apprentissage sur les vêtements, sur les matières et suivant les personnalités surtout, ça c'est très important pour moi, où je ne vais pas habiller les femmes et les hommes de la même façon par rapport à leur personnalité, même s'ils ont la même morphologie. D'accord, donc en fait, est-ce que tu transformes les gens à travers le vêtement ou tu révèles les gens à travers le vêtement? Comment tu perçois s'habiller versus se sentir mieux dans sa peau? Il n'y a pas vraiment de transformation parce que tout est là déjà. C'est plutôt une révélation. On va sublimer, on va retirer quelques couches. Et ces couches-là, c'est justement les vêtements qu'ils ont aujourd'hui, souvent. Par exemple, mes coachings se passent pour le relooking où je vais dans le dressing des personnes que je coach et on va faire un énorme désencombrement, un énorme tri. Moi, avec mon savoir en colorimétrie et en morphologie, je vais savoir ce qu'il faut qu'ils gardent comme vêtements. À partir de là, on va faire les vêtements qui restent, on va leur faire une nouvelle garde-robe, de nouvelles tenues. Et rien que ça, sans avoir fait le relooking, sans avoir acheté de nouvelles choses, rien que de refaire des associations de vêtements avec ce qu'ils ont déjà dans leur dressing, ça permet de voir ce qu'eux, ils avaient déjà, mais qu'ils n'osaient pas mettre ensemble. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont du goût, déjà, c'est la première chose. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils avaient déjà une bonne base en eux. Et pour moi, je trouve que c'est une belle allégorie avec tes pouvoirs que tu as déjà en toi. Sauf que c'est concret et c'est palpable le jour même, quoi. D'accord, donc tu aides les gens à révéler un peu leur style. Ouais. Mais bien plus que ça, parce que tu disais que plus. selon c'est pas qu'une histoire de morphologie, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Christina Cordula, qui donne des conseils un peu de base. Est-ce que tu es en accord avec ces conseils-là? Et c'est simplement que tu les adaptes en fonction de ce petit détail qu'il y a chez chacun? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a trop de conneries qui ont été dites sur la morphologie et tout ça? Non, sur la morphologie, Christina Cordula est une personne qui a un œil qui est absolument pas... je veux dire, c'est une incontournable, c'est une femme qui a beaucoup de goût. Elle sait te mettre en valeur n'importe qui. Enfin, c'est son don. Il faut rendre à César ce qui est à César. Par contre... et c'est la télévision qui veut ça, je suis sûre qu'elle-même, dans son métier ou avec les coachs avec lesquels elle travaille, ne fonctionne pas comme ça. Il y a une personnalité à respecter. Quand on passe un programme à la télévision, il faut que ce soit adaptable, faut que ça puisse s'adapter au plus grand nombre. Ouais. Donc on fait en sorte de proposer des tenues, en tout cas, qui peuvent s'adapter au plus grand nombre. Par contre, là où moi je suis pas d'accord, c'est vraiment d'avoir une uniformisation de la mode. Malheureusement aujourd'hui, et là je n'ai pas envie de parler de Christina Cordula, mais peut-être plus des réseaux sociaux, plus des 13-25 ans on va dire, qui ont tendance à suivre cette kardashianisation, c'est vrai. Où elles veulent toutes se ressembler. C'est plus ça où il faut faire attention, où finalement tu veux t'habiller pour ressembler à quelqu'un, ou tu veux ressembler pour être bien, appartenir à une tribu et être toi. Parce qu'aujourd'hui, forcément, le vêtement est
un vecteur de communication, un vecteur de... On est dans la même tribu. Par exemple, si tu arrives habillé complètement en gothique dans ton cabinet d'avocat, il y aura un problème de communication, même si on doit être dans le non-jugement. Mais quelque part, c'est un peu respecter l'univers dans lequel tu es, tout en te respectant toi. Et je pense qu'il y a un compromis vraiment à pouvoir avoir. Et c'est totalement pesable, que ce soit par des accessoires comme toi avec tes jolis cheveux rouges, tu vois. Si. Tu vas, et c'est possible en fait. Je pense que j'ai dévié un peu de la question, mais je pense à quelque chose. Aujourd'hui, je ressens que des personnes qui veulent, par l'aspect extérieur, être vraiment à la marge, souffrent d'un manque de confiance en elles. Alors que souvent, quand tu t'habilles, on va dire un peu comme tout le monde, mais avec quelques accessoires et bien adapté à ta morpho, ça suffit pour briller en fait. T'as pas besoin de 100 000 artifices. Juste quand t'es bien dans ta peau et quand t'as les vêtements qui sont adaptés à toi. D'accord, top. Voilà. Ça, c'est vraiment ton sujet de prédilection, mais en plus de ton blog, tu as lancé en parallèle ton podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel type de thème on retrouve dessus? Toutes les deux, on est pareil. Hein. Je pense que tu comprends que quand tu as une passion, ça a un flux sur toutes les sphères de ta vie. Sur ton couple, sur ta thune, surtout sur ta famille. Tes relations sociales, tout. Il y a vraiment ce truc-là. Ouais. Et donc forcément, quand tu es passionné dans ton domaine, tu te rends compte que tu es aligné ou que tu veux l'être en tout cas. Ouais. Donc tu es dans une recherche de développement personnel qui est absolument globale. Et donc tu as des thèmes, voilà, le couple qui revient. Et ça, c'était très important pour moi d'avoir un espace d'expression libre où je puisse parler d'absolument ce que je veux. Et au début, c'est pour ça que j'ai changé mon blog de Lucie Minimalise à lucielebas.com parce que je voulais ne plus être restreinte à une ligne éditoriale à tenir, donc au niveau du minimalisme, mais pouvoir parler du couple, pouvoir parler d'argent et pouvoir parler de sujets qui sortent un petit peu de l'objet du quotidien. Donc sur mon podcast, on retrouve différents thèmes, donc la mode éthique qui est très importante pour moi. Au-delà de l'écologie, c'est vraiment cette histoire de vêtements éthiques, durables. Il y a les relations hommes-femmes. Donc comme je l'ai dit, j'ai été coach en séduction et c'est resté quelque chose de très important pour moi, le couple. Il y a ce sujet-là, il y a le beau. Voilà, tu le sais. Oui, Lucie. Alors c'est un petit peu différent parce que du coup, comme Lucie, je la connais aussi personnellement, mais elle a un goût pour l'éthique, l'esthétique, le luxe aussi. C'est beau d'en parler. Et voilà, là, on le voit de toute façon, on dirait une maison témoin tellement c'est beau. Non, c'est mieux qu'une maison témoin d'ailleurs. Merci, j'espère qu'il y a de l'âme quand même. Ouais, non, c'est hyper beau. Et moi j'adore parce que tout ce que fait Lucie, même quand on a fait des apéros toutes les deux, elle a ce goût de l'esthétique qui fait que même ces petites portions, ces verrines et tout ça, tout devient beau. Et avec le cœur en même temps. Donc tu as ce goût de l'esthétique qui est vraiment super prononcé que j'adore chez toi. Tu sais, on parlait justement que quand tu commences le dev perso, il faut que ce soit global. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette esthétique et ce recherche du beau, c'était ma façon à moi d'être toujours dans ma maison, d'être toujours dans mon espace, d'avoir un peu mes gris-gris. Ouais. Par exemple, quand je vais être dans un train où il y a trop de bruit avec des enfants qui parlent très fort, où c'est sale, voilà, j'ai mes pierres, parce que j'aime la lithothérapie, et j'ai mon ordinateur avec mon joli fond d'écran, mon carnet qui est joli. Je vais sortir tous ces éléments et tout de suite, je vais être mieux. Tu vois, et c'est devenu c'est pas quelque chose de superficiel. Au début, je pensais que c'était superficiel. Et en fait, non, je me dis juste, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie d'appliquer pour me sentir bien. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que des fois, je fais pas de beau avec certaines personnes. Je m'en fous de l'endroit où je vais être ou je m'en fous du thé que je peux lui proposer parce que cette personne, j'ai pas envie d'être avec elle. Donc ton goût de l'esthétique transmet aussi ton cœur et l'amour que tu as pour les gens. Exactement. Mais c'est beau parce qu'en coaching, justement, à un moment, je fais un travail sur les valeurs et l'esthétique et le beau en est une. Et on a souvent tendance à croire que les gens qui ont dans leur priorité de vie ou dans leur valeur haute, l'esthétique sont des gens un peu superficiels. Ouais. Alors que absolument pas. Ses forces et ses valeurs, c'est aussi de se dire dans quoi tu te ressources. Et il y a des gens qui se ressourcent, comme les extravertis ou les introvertis se ressourcent différemment. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, c'est simplement là où tu vas puiser toi ton énergie. Et dans cette esthétique, quand on connaît Lucie, c'est tout sauf une nana superficielle. Mais elle a cette énergie-là, quand tu as du beau, tu te sens bien. Donc c'est aussi là que tu vas t'énergiser, quoi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est révélateur aussi d'un mot de notre société. C'est qu'on est dans une société judéo-chrétienne où on se flagelle beaucoup, on est beaucoup dans la punition et on est beaucoup dans l'exemplarité par la pauvreté, par exemple. C'est vrai. Du coup, tout ce qui va être un peu ostentatoire ou ce qui va être un peu bling va être très mal vu parce que on a vraiment, c'est ça, se dire que la pauvreté est très bien vue en fait. Quand t'es riche, quand tu aimes les belles choses, tout de suite tu vas je dirais plus en fait c'est vrai que en tout cas sur ce truc là c'est qu'on a toujours la sensation, tu me dis si c'est ça là, c'est que
les personnes riches sont souvent de mauvaises personnes, ou quand tu gagnes de l'argent, c'est forcément que t'es un connard ou que t'es superficiel. Manipulateur. Et donc forcément, on a toujours l'impression que aimer l'esthétique, c'est être vide à l'intérieur. Mais ça dépend de quoi tu t'entoures. Tu peux t'entourer de connards riches et de connards pauvres aussi. De toute façon, comme partout, t'as des riches qui sont des gros débiles et des gens tellement inspirants. Et de toute façon, on parle de riches et de pauvres, c'est pour dire ce rapport à l'argent qui est très conflictuel dans notre société et où effectivement, des fois, on a peur de... Je pense qu'au des fois, on a peur de changer d'état social aussi, en disant mais est-ce que je vais devenir une connasse quoi. Bien sûr. Superficielle. On parlait de Kardashian tout à l'heure. Oui, c'est vrai que l'image qu'elle renvoie de cette richesse, cette opulence, mais aussi ce côté très bling-bling, un peu superficiel et vide, on a un peu peur de s'identifier à ça, alors que justement, je pense que ce que tu prônes et que j'adore chez toi, c'est que tu peux aimer le luxe, le beau, et être spirituel et avoir une vie de couple épanouie et que t'es pas obligé d'être vide derrière quoi. Et puis de toute façon c'est totalement pas antinomique puisque moi ce que j'aime particulièrement dans le beau c'est le savoir-faire. Donc ça va être des savoir-faire, que ce soit de l'art, l'orfèvrerie, etc. Et si tu n'as pas de personnes suffisamment aisées dans une abondance financière suffisante, ces savoir-faire vont mourir en fait. Et donc tu as aussi un respect du patrimoine à avoir par rapport à ça et des personnes qui ont les moyens de s'offrir des services d'artistes. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Je sais qu'aujourd'hui, dans ma vie, la richesse fait partie de mes objectifs parce que je veux être entourée du beau, je veux préserver des patrimoines, je veux faire des fondations, je veux faire des dons. C'est ça, l'argent, c'est aussi un outil. À la base, c'est juste un outil pour faire de très belles choses. C'est ça qui est beau. C'est comme un couteau, t'en fais les meilleurs sushis du monde où tu plantes quelqu'un à la Nabila, tu vois. Et oui. Voilà, pour moi le beau c'est très important. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a un élément ou un moment de ta vie où tu t'es rendu compte qu'il fallait vraiment que tu fasses le tri? Ouais. C'est arrivé quand? C'est arrivé quand j'ai rencontré la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée toute ma vie, à savoir mon chéri. Et je suis tombée sur quelqu'un qui un jour m'a montré je t'aime comme tu es, avec tes parts d'ombre, avec tes zones d'ombre, et tu peux être totalement qui tu veux. Et je me suis dit, oh, attends... On reprend depuis le début, donc j'ai pas besoin de mentir sur qui je peux être pleinement moi-même, même si je mens, après tout, c'est pas grave. Et c'est tout, c'est aussi facile que ça. Et là, je me suis dit, ok, si je peux faire ça avec toi, je vais le faire avec tout le monde en fait. Et là, je me suis rendu compte que, non pas que j'étais une personne fausse, mais j'avais des tas de masques et des tas de choses qui m'encombraient. Des habits que je portais plus, mais que j'avais quand même dans mes valises. Je m'infligeais, je me punissais quelque part. Je m'infligeais un trop plein de choses pour pouvoir me cacher de qui j'étais moi-même. Et à un moment, quand quelqu'un m'a dit « Et si je te vois là-bas, là, sous ton tas d'objets, sous ton tas de trucs, et moi j'aime ça ». Et c'est là, en fait, tout le reste n'a pas d'importance. Je me suis rendu compte que tout le reste n'avait pas d'importance. Et tu pouvais être pleinement de toi, et je me suis dépouillée. Donc c'était en 2017. J'ai rencontré mon chéri fin 2016, mais le processus s'est vraiment fait en l'été 2017. Et la réflexion de mon blog est arrivée peu après, en automne 2017. Et là, oui, je suis passée de un peu plus de 300 vêtements à 50. Chez moi, on ne voit pas la caméra, mais ça, c'est que mes objets, tu les vois devant toi. Ouais, vous voyez, il y a une armoire. J'essaie de faire une petite captation, mais sinon, vous pouvez la suivre sur tous les réseaux sociaux, à Lucie Lebas. Ouais. Tu mets des photos de ton intérieur, vous avez des vidéos, et je vous conseille d'aller voir, parce que c'est beau, c'est simple, et il n'y a pas un amas de plein de choses. Ouais. Donc, on s'y sent tout de suite bien. Ouais. Pour moi, c'était important. Tu sais, il y a les livres aussi. Ouais. Quand tu fais du dev perso, tout le monde te conseille des bouquins. Et du coup, tu les achètes, tu les commandes sur Amazon, tu les lis pas. Ou tu les lis plus tard. Et finalement, je suis passée à la Kindle pour les livres de dev perso. Et moi, je suis une grande littéraire, romantique. Et du coup, j'ai gardé mes romans en papier, en version livre. Et juste mes 15 livres qui ont changé ma vie. Et tout le reste, c'est passé en Kindle où je m'en suis séparée. Donc les livres aussi ont été une grande... avancer sur le dépouillement et sur le désencombrement de moi-même en tout cas. Et bien justement, est-ce que tu pourrais nous dire le top 3 des livres qui ont changé ta vie? Alors, déjà, le premier livre, moi, ça a vraiment été « Les manipulateurs sont parmi nous ». Ouais. Ça, c'est une bible, je le recommande à tout le monde. C'est un bouquin qui va venir t'aider à reconnaître les manipulateurs qui sont autour de toi et surtout à les prévenir et à te respecter, à poser des limites. Que ce soit en douceur ou pas, hein, parce que des fois, tu es obligé de fuir et tu es obligé d'être plus radical. Et c'est très bien. Moi, sans ce bouquin, j'aurais pas pu faire un travail énorme que j'ai fait, par exemple, avec mon papa.
Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne cache absolument plus. Mon papa est un pervers narcissique et j'ai dû faire un énorme travail là-dessus. Et ça m'a amené justement, le minimalisme m'a amené à cette réflexion. Et ce bouquin m'a sauvé un peu la vie en fait, en tout cas concernant cette relation et sur tout le reste. Parce que les pervers narcissiques, il n'y en a pas des masses. Donc moi aussi, j'étais beaucoup dans la remise en question. Genre non, mais attends, tout le monde voit des pervers narcissiques partout. C'est pas possible. Mon père, c'en est pas un. Et jusqu'au jour où ça a explosé, je me suis dit bon, ok. Donc ça permet de reconnaître non pas les pervers narcissiques et les manipulateurs, mais en tout cas les comportements manipulatoires, et notamment au boulot. Ça, c'est un livre. Ça, à mon avis, ça peut servir à beaucoup de personnes qui nous regardent. Oui, parce qu'en fait, il faut détacher les comportements manipulatoires de la personne. Une personne au boulot, elle est souvent pas du tout pareille dans la vraie vie. Et sauf qu'en tant qu'être humain, c'est difficile de gérer ses émotions et souvent on va aller juger la personne, ses actes. On va aller juger les actes de la personne et pas ce qu'elle est vraiment. Tu vois, par exemple, une personne peut dire un mot de travers à quelqu'un dans le bureau et tout le monde va dire ouais, c'est un con. Alors que c'était juste, tu sais pas ce qui s'est passé derrière, tu sais pas l'historique. Et peut-être que non, cette personne elle est extraordinaire, mais là elle en pouvait plus quoi. Et tu vas aller la juger quand même de con alors que non. Donc les manipulateurs sont parmi nous. Ensuite, il y a un livre qui est extraordinaire, qui est un peu plus théorique, donc pour moi littéraire, qui était un peu compliqué, mais néanmoins indispensable. C'est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, pardon. La communication non violente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Quel est mon besoin? Et quelle demande je fais? Par exemple, explosion de couple, il m'a trompée. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a trompée. Ok. Comment je me sens? Je me sens trahie, je me sens humiliée, je me sens abandonnée. Ok. Quel est mon besoin? J'ai besoin qu'on me réconforte. Quelle est ma demande? Allô les copines, venez. Et réfléchir dans cet ordre-là, ça permet de moins paniquer. Comme l'hypnose, tu vois, quand tu es en état de stress, quand tu laisses monter l'émotion, un coup elle s'en va, parce que tu l'acceptes. Et la communication violente, ça m'a beaucoup aidée, parce que toutes les deux on est hypersensibles. Et moi c'est un outil, sans ça, pareil, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc c'est un bouquin qui m'a énormément aidée. Il y a un autre livre que j'adore, c'est un roman cette fois, qui s'appelle Mohamed, ma mère et moi, de Benoît Cohen. Et justement, ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, c'est une femme qui a les moyens, mais plus que les moyens, qui à la retraite, et une fois avoir perdu son mari, a décidé d'accueillir un immigré afghan chez elle. Et l'histoire est fantastique, c'est son fils qui la raconte. Et c'est incroyable. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, c'est la fondatrice du concepteur Merci. D'accord. Histoire qui s'appelle Marie-France Cohen, que j'admire énormément. Et c'est un livre poignant, parce qu'on se rend compte que, comme dans le bouddhisme, on n'a pas à juger le malheur de l'autre. Benoît Cohen, qui habite à New York, fait le lien sur sa propre immigration en tant que Français privilégié à New York et l'immigration de cet Afghan, de Mohamed, en France. Et tu te rends compte que oui, en fait, tu peux avoir des souffrances aussi, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as une situation privilégiée. Et j'ai trouvé ça assez... il fallait le faire, c'était assez courageux. Et le livre est incroyable de courage, d'inspiration, de tout, quoi. Enfin, c'est inspirant. Donc voilà pour les 3 livres. En tout cas, aujourd'hui à l'état où je vibre aujourd'hui. Ce que j'allais te dire. De toute façon, c'est toujours hyper dur d'avoir vraiment que 3 livres à citer, mais c'est ceux où, quand je te pose la question à un instant T, maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui résonne en toi. C'est mes livres protecteurs, tu vois. C'est vrai? Genre, ah oui. Si jamais je suis pas bien ou. Je sais que je peux penser à ces 3 bouquins et je me dis, tu les as lus, tu les as relus, tu as vu tout ce que tu as appris. C'est hyper ancré. Ouais. Et du coup, tu nous as évoqué l'hypersensibilité, qui est effectivement un sujet qui me tient plus qu'à cœur. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu cette hypersensibilité dans cette nouvelle vie, ces changements de vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu le vis aujourd'hui? Il y a eu différentes choses. Déjà, avant de savoir que j'étais hypersensible, parce que j'ai fait un burn-out en mai 2018, où là, j'étais diagnostiquée au potentiel et hypersensible. J'aime pas dire, ça me fait rire ces phrases genre on m'a posé le diagnostic tard, j'étais diagnostiquée tard, et finalement si, parce que ça permet d'être reconnue. Avant j'en souffrais énormément. Par exemple, je te donne des exemples très concrets. J'étais à table avec ma famille et je voyais les comportements, je voyais les choses. Dès qu'une personne n'était pas bien, je le ressentais, mais même si on ne le voyait pas trop sur son visage, sa façon de tenir sa fourchette, ou tu peux même pas l'expliquer, je sais que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et c'était douloureux pour moi parce que je savais que je ne pouvais pas en parler. J'avais compris une situation et je ne pouvais pas en parler. Et à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, quel don j'avais, quel super pouvoir j'avais, j'ai pu développer ce que je viens de te dire, cette situation-là, sur mon propre blog, ou avec mes élèves ou les personnes que j'accompagne, pour leur dire, ok, là, t'es pas compris de ta famille, il y a d'autres personnes qui te comprennent, et là, ce super pouvoir, va falloir que tu le gardes pour toi,
soit tu te prends un bullet journal, un cahier et tu écris ce que tu ressens, mais en tout cas, tu gardes pas ces émotions pour toi, ou il faut apprendre à les gérer. L'hypersensibilité, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte que ça nous permet de gagner un temps pas possible par rapport à d'autres personnes. Sur les émotions, la compréhension des émotions, sur ton couple. Et t'as un radar, en fait. T'as un radar émotion, t'as un radar à tout. Quand t'es dans le métro, tu vois ce qui se passe. T'as des yeux derrière la tête, tu ressens les énergies différemment. Et t'es capable d'aider, de venir à l'aide aux autres. Mais à toi de mettre les limites aussi par rapport à ta propre énergie. Et cette hypersensibilité, elle m'a amené à plein de choses déjà. Quand j'ai compris que j'avais ça en moi, à me rapprocher de l'art que j'aime, de la musique. Ça te pousse, quand tu es consciente de ça, de faire ce que tu aimes. Parce que c'est insupportable de faire ce que tu n'aimes pas quand tu es hypersensible. Tu te détruis de l'intérieur. C'est insupportable. Et finalement, souvent en plus, les hypersensibles, ils comprennent tellement les gens, c'est tellement des bons caméléons, que tout le monde croit que ça se passe très bien en fait. Tu vas avoir un boulot et on te dit... C'est le moment où tu fais un burn-out et personne ne voit rien et tu es au fond du trou et personne ne mais qu'est-ce qui se passe? Il t'allait tellement bien ce boulot. Il t'allait tellement bien ce mec. Oh, je t'ai vu hier, t'avais l'air tellement bien. Et puis ces personnes, en plus c'est fou, les personnes qui disent t'avais l'air bien, c'est souvent celles qui continuent à te demander de l'aide quand toi t'es au fond du trou. Oui, mais parce qu'elles ne se rendent pas forcément compte. C'est souvent des gens qui, pour le coup, n'ont pas cette hypersensibilité-là et qui n'arrivent pas à percevoir derrière le sourire de façade. Et nous, ce qu'on recherche en tant qu'hypersensible, c'est le sourire intérieur, c'est la sérénité intérieure. Et souvent, effectivement, on sait calquer les émotions, on sait paraître, mais on va chercher quelque chose qui manque à l'intérieur. Et je pense que si tu as vécu ce burn-out-là, c'est ce qui manquait aussi. Tu sais que mon ancien chéri m'avait dit, quand j'étais pas bien, mais pourquoi tu souris ? Enfin, t'as qu'à le voir, t'as qu'à le montrer que t'es pas bien aussi. Moi, je suis pas un devin, quoi. Enfin, ou juste arrête d'être bien quand t'es pas bien. Et ça me faisait du mal parce que je me dis, mais attends, moi, je savais pas faire autrement. Tu vois, il y a des fois, bien sûr, je vais pas être bien, je vais chialer ma mère et tout, mais souvent, je peux pas être autrement. Je vais pas aller dans la rue et pleurer. Enfin, c'est pas. Et mon mal-être était très profond, était très intense. C'était des dépressions hyper violentes. Mais est-ce que tu avais des phases dans la même journée? Parce que c'est vrai, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que quand tu n'es pas bien dans ta peau ou dans ta vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas forcément que tu vas pleurer de 8h à minuit non-stop. Il y a des moments où tu n'es pas bien et puis tu te recadres sur un petit truc, ça fait des hauts, des bas. Et encore pire quand tu es hypersensible. Exactement. Parce que tu vas t'accrocher à des choses dans ta journée qui sont très positives et dans ces cas-là, tu vas avoir des regains. Il y a des choses qui vont résonner en nous. Un enfant qui est content dans la rue, ça va peut-être résonner en toi. Un rayon de soleil, ça va peut-être résonner en toi. Et d'un coup, tu vas te sentir mieux. Mais ça va te rester peut-être 1, 2, 3, 5 heures. Et quand ça va passer, cet effet... Ça ne résout pas le problème de fond. Non. Nous, on est là pour se dire quel est le vrai problème au fond de tout ça pour faire que ça se passe bien. Exactement. Donc, si tu es hypersensible et que tu as des journées où tu as quand même le sourire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de fond à résoudre, et ça ne veut pas dire que tu es fou ou que tu es folle, et que c'est toi qui psychotes. Enfin, on a vécu cette expérience avec Lucie, c'est vrai qu'on a ce même ressenti, de se dire, on peut sourire quand ça ne va pas, on peut avoir même des jours où finalement tu dis, bon, je me raccroche, il y a un rayon de soleil dehors, ça y est, ça va. Mais en fait, finalement, quand tu as fait ce burn-out-là, quand tu as touché le fond, tu sais qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faut résoudre, et qu'après, derrière, il faut entretenir. Et aujourd'hui, comment tu perçois ton hypersensibilité aujourd'hui dans cette nouvelle vie? Aujourd'hui, c'est vraiment c'est ma meilleure pote. C'est vraiment ma meilleure pote. J'ai pas envie d'idéaliser le truc, mais c'est tellement quelque chose que... Aujourd'hui, je le vois tellement comme un super pouvoir. Genre, par exemple, quand je me sens pas bien, je me dis, ok, t'as tellement un radar dans ton corps pour savoir pourquoi tu vas pas bien. Tu gagnes tellement du temps par rapport à d'autres personnes. Quand tu fais une thérapie, ça va tellement plus vite quand tu décides de t'introspecter, tu vois. Et par exemple, hier soir, j'étais à un événement où on récompensait des échecs ou des personnes qui avaient traversé des maladies. On peut le nommer, c'est le Restart. C'est le Restart Awards. Ouais. Et j'adore cette initiative. C'est top, j'adore. Et il y avait une personne handicapée qui avait une maladie de la déformation du visage. Ça avait commencé à 10 ans, il avait dû avoir une greffe totale du visage. J'ai eu la chance, petite, mes parents étaient éducateurs spécialisés à grandir avec des handicapés. Je ne veux pas faire la liaison. Et du coup, pour moi, ça n'a jamais été des personnes en marge ou autres. Je n'ai pas de vision différente. Je ne me sens pas mal à la vision même de quelqu'un qui a des cicatrices. Et ça, j'en suis très très fière. Et cette hypersensibilité aussi, du coup, elle est vraiment là parce que je ressens, au lieu de ressentir sa douleur, je ressens au contraire sa victoire. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est badass de pouvoir être là.
Et au contraire de voir ces victoires, moi ça me touche. Et j'avais mon chéri et mon meilleur pote qui tous les deux sont pas hyper sensibles pour un sou et je les voyais pas très bien. Et là je me suis dit mais attends, tu te rends compte, t'as ton hypersensibilité, là tu peux aller réconforter les 2 personnes qui sont à côté de toi et leur dire les gars ça va quoi. Et notamment mon meilleur pote, et où je lui ai pris la main et vraiment j'ai essayé de lui envoyer toute l'énergie de c'est génial ce qui se passe en fait, c'est génial, cette personne est handicapée. Elle a passé des années en hôpital et là elle est en train de nous parler de sa victoire, tu te rends compte de sa puissance. Exactement. Et moi je l'ai ressenti ça, tu vois. Mais ça c'est un cadeau de pouvoir aussi voir derrière la façade et du truc qu'on veut avoir. Moi je sais que quand on a fait le projet Handipom, tout ce que j'ai vu c'est la force de ces nanas qui étaient là pour rayonner sur scène, et elles l'ont fait, et quand tu les regardes danser, tu dis pas « Oh, il y en a une qui est amputée, il y en a une qui est en fauteuil, il y en a une qui a telle cicatrice ou autre », tu dis juste « Putain, elles envoient tellement du lourd ». Tu sais que je vais loin, je me dis même, ils ont un putain d'avantage, c'est que pour les handicapés, en tout cas visibles, parce qu'il y a beaucoup de handicaps, 80% sont des handicaps invisibles, mais en tout cas pour les handicaps visibles, eux ils ont de la chance, c'est marqué sur leur tête. Du coup, il faut qu'ils l'affrontent, et ils partent avec ils doivent affronter ça tout de suite dans leur vie. Alors que quand c'est quelque chose en toi qui est ancré, mais tu le vois pas et tu sais pas comment le repérer. Et ça va te mettre beaucoup plus de temps. Alors je dis j'ai la chance, je pèse mes mots parce que évidemment c'est quelque chose de lourd et il y a tout un travail et il faut être hyper bien entouré. Je pense à toutes les personnes qui sont mal entourées. Mais je veux dire, à nous mettre tellement à l'amende sur le fait de devoir assumer ça. C'est comme... moi j'ai beaucoup d'inspiration pour un ami proche qui est gay. Et pour moi, toutes ces personnes qui ont fait leur coming out et qui c'était insupportable d'avoir cette situation en eux, mais pour moi, elles me mettent des claques d'inspiration parce que je me dis, elles sont obligées de le dire, elles sont obligées d'y aller. Alors que toi, quand tu as ton truc en toi, tu peux y aller 20 ans de thérapie, mais si tu te regardes pas dans le miroir, tu changeras pas, quoi. Et quand c'est pas visible, c'est tellement compliqué d'aller le chercher. Enfin voilà, et ça me... Parce que je trouve que ça reboucle vachement avec ton rapport à l'image. Parce que du coup, ce qui te porte vraiment, c'est les gens où on voit quelque chose et qui libère l'intérieur, on va dire. Et ça reboucle exactement avec ce qui te touche dans ton métier de conseillère en image éthique, avec cette importance de la personnalité. Parce que vraiment, pour moi, tout le monde est beau. Mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je sais pas si toi on te le dit, mais mes potes... C'est un truc que j'adore, enfin, de se dire, t'as tellement de beauté différente et c'est autre chose qu'il y a. De la même façon que des fois, tu vois des mannequins et il se passe pas grand-chose. Exactement. Il se passe rien, il n'y a pas ce truc vivant, etc. C'est décorrélé en fait de l'enveloppe corporelle. C'est ça. C'est pas aligné. C'est pas aligné. Alors que, enfin, moi, souvent mes potes me disent, et notamment une amie me dit toujours, mais toi Lucie, t'aimes tout le monde. T'en as pas marre. On me dit ça tout le temps. Tu vois, t'aimes tout le monde. Mais oui, j'aime tout le monde, même les gens, parce que toi, je sais aussi, t'as pas de rancune. Et même des personnes qui te marchent dessus, tu vas aller, et notamment l'hypersensibilité ou la douance. Après, c'est un défi de l'hypersensibilité de réussir à mettre ce stop-là aussi, Et souvent, tu vas les comprendre pourquoi il t'a fait ça, au lieu de te protéger, tu vois. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on fasse un travail très important sur les limites. Mais comme on comprend même pourquoi la personne peut nous faire du mal, on l'aime quand même, parce qu'on se dit, bon... Si on a le pourquoi, en fait, tout va bien. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, Et donc, si tu devais transmettre un message à tous ceux qui nous regardent, ton premier conseil pour s'aimer plus, mais dans le sens de celui que toi tu prônes, de cette image-là, par rapport à notre personnalité et aussi nos vêtements, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Écoute, aujourd'hui, pareil pour les livres, je te donne le conseil que je ressens aujourd'hui, c'est d'être... faites attention à cette phrase de s'entourer des personnes positives. On pense que c'est comme, vous savez, la phrase de sortir de sa zone de confort. Tout le monde la répète et la met à toutes les sauces et du coup, on l'écoute plus, cette phrase. Mais s'entourer des personnes positives, pour moi, c'est tellement la base. En fait, je reçois des messages tous les jours, des mails de personnes qui me disent « Lucie, je veux bien faire un coaching avec toi, mais je veux pas que mon chéri le sache. » Et là, tu te dis « Waouh, va falloir déjà commencer par ça. » En quoi, toi, tu veux changer, mais la personne la plus proche de toi, avec qui tu as des relations sexuelles, donc avec qui tu partages ton corps, tu ne veux pas qu'il sache ce que tu fais. Et du coup, pour moi, c'est le premier conseil, c'est regarde autour de toi, la personne qui partage ton lit, la personne qui partage tes soirées, les personnes qui partagent tes soirées, tes repas, comment elle te regarde ? Est-ce qu'elle te juge ? Comment elle te voit ? Est-ce qu'elle te soutient ? Est-ce qu'elle jalouse ta vie ? Est-ce qu'elle jalouse tes victoires ? Et si oui, lis Les manipulateurs sont parmi nous. C'est bien, tu reboucles parfaitement le conseil. C'est top.
Trop cool. Avant de rappeler à tout le monde comment on peut te retrouver, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la personnalité positive et inspirante qu'il faut que j'aille rencontrer après toi? J'allais dire à part toi. T'es trop mignonne. Bon, c'est bon, vous me voyez assez sur cette chaîne. Vous pouvez me retrouver partout sur la chaîne de toute façon. Mais une interview de soi-même, ça serait très bizarre. Non. Sinon, je te fais une interview de toi sur ta propre chaîne. Vous me retrouverez sur tes réseaux sociaux. Non, du coup, autre que moi, qui je devrais interviewer? En personne positive, parce que tu en interviewais pas mal. Je sais que tu vas couper le fait que je cherche. Non, t'inquiète, ça prend le temps. Ça prend le temps, c'est vrai, je peux chercher. Non, j'aime cette vérité. Regardez, on a notre petit thé. Cette authenticité. Elle prend le temps de chercher et je bois ce magnifique petit thé. Écoute, je pense que tu pourrais parler avec Aurora. Aurora, dis-moi tout. Alors, qui est-ce? Aurora, c'est une coach en empowerment féminin et elle est badass. Aurora, elle a un blog qui s'appelle Amour, Blog et Beauté. Aujourd'hui, elle a une chaîne YouTube donc, qui porte son nom, Aurora Davoli, où justement, elle va t'apprendre à assumer la féminité que tu as en toi. Alors, elle a été dans l'assumage, mais plus, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement dans la féminité et qui justement utilise le hashtag bonne mais pas conne. J'adore. Aurora est une personne extrêmement bonne et aussi talentueuse que magnifique et avec son accent, elle est sublime, elle s'assume entièrement. C'est vraiment la femme à talons fatale et c'est une personne qui est tout le temps souriante, elle lâche rien, elle a des enfants, elle a son business qu'elle essaye de monter, qu'elle vient de lancer sa chaîne YouTube et c'est une personne qui est extrêmement inspirante pour moi. Trop cool, il va falloir que tu me la présentes. Mais avec grand plaisir, je pense que vous allez très très bien vous entendre. Eh ben super. Bon bah écoute, j'espère que j'aurai Aurora très bientôt sur cette chaîne. Et ça reboucle vachement avec ce qu'on se disait de comme quand tu peux aimer le luxe et l'argent et pas être vide, et tu peux être bonne et pas conne. Mais totalement. Et bien sûr. Et voilà, et arrêtons les clichés, intéressez-vous à la personne, à ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Lucie, je te remercierai jamais assez pour ce magnifique moment. Je savais que ça allait être génial, mais forcément, c'était trop cool. Toi qui regardes cette vidéo, je te conseille d'aller retrouver Lucie sur tous ses réseaux sociaux. Son site internet, s'il n'y a pas plus simple, c'est lucielebas.com. Ouais, mon prénom et mon nom, c'est voilà, donc pareil mon Instagram, pareil mon podcast. Il n'y a pas de doute, vous la retrouvez partout, Instagram, Facebook, le podcast Lucie Lebas, L-E-B-A-S, comme ça il n'y a pas d'hésitation. Bon. De toute façon, vous retrouvez tout dans la description de cette vidéo. Et puis, moi, je vais vous dire ce que je vous dis toujours et qui va parfaitement avec ce qu'on a échangé aujourd'hui. N'oubliez pas, be pumps, be positive et surtout be yourself. Est-ce que tu m'accompagnes pour le pump kiss? Je t'accompagne. Et juste, merci beaucoup, Elise, d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi, ma Lucie. C'était un bonheur de t'avoir sur cette chaîne. Merci pour ton énergie et ta sensibilité. Voilà, vous voyez, c'est tout aussi simple. On peut être hyper sensible et badass et envoyer changer de vie et être bien dans sa peau. Et nous, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et on est parti pour le pump kiss. Allez, vas-y. Je fais le décompte. Attention, 3, 2, 1...